Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenet, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est une émission qui va dans toutes les directions et ce à chaque semaine, disponible sur Facebook, sur Kate Marina à Flashback. Une émission aujourd'hui où le sport au féminin est à l'affiche avec notre deuxième invité. Nous allons parler d'un sport de combat de plus en plus populaire chez la gente féminine. Nous recevrons une athlète sérieuse qui pratique la boxe depuis déjà un certain temps. Donc, nous parlerons de ce sport, de l'entraînement de cette discipline au féminin, mais également des préjugés qui courent toujours, même en 2021, avec une jeune femme ambitieuse et sympathique, soit Valérie Guertin. Mais tout d'abord, pour amorcer cette belle émission, notre première invitée est une femme dont le leadership et la passion se sont reflétés partout où elle est passée. Une athlète qui a fait la fierté de notre pays, notamment en nous représentant avec brio aux Jeux olympiques. Elle a connu un parcours sportif, dis-je bien, fort bien garni en expérience et en succès. Et question d'en savoir plus sur cette femme engagée, je vous présente une sportive dans la force du mot, ayant plusieurs cordes à son arc. Nathalie Lambert. Bonjour Nathalie. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va bien. Merci pour la belle présentation. Je pensais que tu allais dire dans la force de l'âge, mais j'ai bien aimé Non, j'oserais pas faire ça. OK, parfait. Tu fais vraiment pas ton âge. Même je te l'ai dit en pré-entrevue. Je veux dire, tu n'as pas tellement changé, à part peut-être, je pense que tu as des cheveux un petit peu plus clairs. Il y en a plus à camoufler ces temps-ci. J'aime ton humilité. Ouais. Merci d'être avec nous. Bienvenue à l'émission. Je suis flatté de te voir avec nous. On va, je pense, échanger de beaux sujets. On va parler évidemment du passé. On va explorer ton parcours et ton CV qui sont très riches en compétition sportive. Mais on va parler également du présent parce que tu es toujours dans le sport. Quel est ton emploi du temps? Parce que tu m'as confié, je veux dire en pré-entrevue, que tu travailles pour le club sportif MAA. Tu es directrice du programme sportif, donc tu gères tout. Tout c'est un grand mot, mais oui, je travaille au club. Le club sportif MAA, c'est au centre-ville de Montréal. C'est un club haut de gamme qui dessert une clientèle de gens d'affaires qui sont stationnés dans les tours à bureaux. Et moi, je gère les programmes sportifs, puis je fais un peu les coms aussi. Et présentement, on est en grosse reconstruction, donc, et on était jusqu'à tout récemment fermé, évidemment, comme tous les autres établissements sportifs. Donc ça, c'est une de mes fonctions. Puis je travaille aussi, je suis encore impliquée directement dans mon sport avec la Fédération internationale. Mon emploi du temps, un poste de haut niveau, je pense. Et je vais te dire avec beaucoup de fierté que je suis la première femme élue comme présidente du comité technique courte piste. Okay. Donc, tu sais, la Fédération internationale, c'est courte piste, longue piste et patinage artistique. Oui. Du côté patinage artistique, il y a beaucoup de femmes depuis très, très, très longtemps, mais du côté plus patinage de vitesse, il y en a moins. Donc, j'ai ce rôle-là depuis 6 ans maintenant, donc je suis flattée et très heureuse. Tu es dans la bonne chaise, comme on dit souvent ici à l'émission, tu vibres encore. Je suis dans une chaise intéressante qui me permet de faire des choses pour continuer de développer le sport, puis aider les athlètes, en fait, avec les règlements, les officiels, et on a une nouvelle épreuve que tu vas voir pour la première fois en février 2022 aux Jeux olympiques. Toi qui es une personne qui est toujours très occupée, du temps où tu étais athlète active et maman de 2 jeunes enfants qui sont maintenant élevés, ce ne sont plus des ados même, est-ce que c'était difficile? Avais-tu, comme on dit en bon québécois, parfois de la broue dans le toupet? T'as beau avoir une gardienne, je veux dire... En fait, non. La broue dans le toupet, pas tant. Okay. L'assiette est pleine, mais je pense que... T'avais les cheveux plus courts, c'est ça? J'avais les cheveux plus courts. Okay. L'assiette a toujours été remplie. Je pense que mon équilibre est dans le déséquilibre. Autant quand j'étais athlète, tout tournait autour de moi, de mon sport, de ma préparation, de la prochaine compétition. Puis ensuite, à la retraite, la famille, le travail, c'est aussi un peu dans le déséquilibre, je pense. L'assiette est toujours remplie, puis pour moi, c'est comme ça que je suis heureuse. Tout va bien, mais comme tu as dit, mes filles, ils ont présentement 18 et 19, donc on est dans les jeunes adultes qui s'affirment et qui commencent à avoir des chums et à des jobs. Les deux ont fait beaucoup de sport. Elles sont très actives encore, mais plus de sport de compétition. On est allé ailleurs que le patinage de vitesse. On est allé du côté du cheerleading et de la gymnastique. Et personnellement, moi, j'étais très heureuse avec ça parce que je trouve que c'est, tu sais, comme maman... Moins de pression? Pas moins de pression, j'aurais pas été une bonne mère dans les gradins dans mon sport, parce que j'aurais pensé que j'en savais plus que le coach dans la plupart dans toute leur carrière. Je suis pas sûre que j'aurais été... alors que là, c'était tellement loin de mon univers. Moi, je suis dans un sport cyclique, la gymnastique, le cheerleading, c'est des sports artistiques, c'est des sports où tu maîtrises jamais dès que tu maîtrises un mouvement, tu en apprends un autre. Donc, moi, j'ai eu vraiment du fun
à vivre cette ride-là aussi comme maman, puis à apprendre sur d'autres sports aussi. Tu aurais eu peur d'être gérante d'estrade? C'est sûr que j'aurais été gérante. Oui. Je l'ai été quand même. Ayant été dans des compétitions oui, je savais de pas haut trop niveau. de quoi je parlais, fait que c'était quand même plus simple pour les entraîneurs, puis mieux pour les filles aussi. Plus simple. On va parler maintenant de ta carrière de patineuse de courte piste, patinage de vitesse. Pour situer les gens, le patinage de vitesse, un petit peu d'histoire, ça a commencé au 8e siècle, aux Pays-Bas. OK. Puis, c'est devenu un sport olympique en 1924. En patinage de vitesse, courte piste, les médailles, les succès, mais il y a aussi voyager. Explorer différentes cultures vaut son pesant d'or, et pas seulement la victoire et la compétition. Tu as sûrement des souvenirs impérissables. Moi, ma question, quels pays t'ont le plus impressionné, que ce soit par leur culture ou parce qu'ils offraient de paysages pittoresques? Il doit y avoir une ou deux images qui se sont restées et gravées à jamais. J'ai patiné pendant 22 ans, donc il y en a. Oui. C'est dur de ramener ça à une ou deux images, mais je te dirais, le premier championnat du monde que j'ai gagné, c'était en 1991 et c'était en Australie. Oui. Tu sais, l'Australie, moi je fais un sport d'hiver. L'Australie au mois de mars, c'est des palmiers, c'est la plage, c'est 30 degrés Les dehors. kangourous. Des kangourous. T'en as vu? Oui, j'en ai vu, c'est sûr, les koalas, les kangourous, mais de patiner dans une patinoire, de sortir tout de suite après, puis de pouvoir aller te promener à 30 degrés, c'est pas. Et c'est merveilleux, c'est super beau, Sydney. J'ai eu la chance d'aller là au bout du monde. Ça a été vraiment mémorable. Les pays asiatiques aussi. Surtout à l'époque, maintenant, ils parlent plus anglais, c'est plus facile de se comprendre, mais quand j'ai commencé à voyager dans les années 80-90, aller en Asie, c'était vraiment dépaysant, déstabilisant. Même avec un choc de culture, comme on dit. Un choc de culture. Tu sortais de l'hôtel et tu devais faire écrire ton hôtel pour être capable de revenir, parce que tu n'es pas capable de lire les cartes. Maintenant, je pense que c'est un peu plus facile, mais si on se rapporte aux années 80, pour moi, ça a été une des choses que j'ai adorées de ma carrière, c'est l'opportunité. Je viens pas d'une famille particulièrement riche. J'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais jeune avec ma famille. L'opportunité de parcourir le monde. Le Québec, Montréal, puis c'est ça. Oui, puis tu sais, un peu en auto, l'Amérique du Nord, très proche, mais voyager partout dans le monde, ça a été une des choses qui m'a tenu longtemps dans le sport. Nathalie, avec ta vaste expérience dans le domaine sportif, tu as sûrement une compréhension peut-être plus exhaustive de ce que les athlètes professionnels vivent. Ça va être ma seule question sur la COVID. Tu as vu les athlètes, notamment au hockey, se retrouver dans une bulle l'an dernier pour vivre les séries éliminatoires. Quand tu voyais ça, tu es sûrement aussi quelqu'un qui suit un peu le hockey, là, étant donné que tu as fait du patinage. Je ne vais pas te souffler de réponse. Mais ça a été quoi, comment je pourrais dire, ta compréhension de ce que ces athlètes-là vivaient? Parce qu'il y a le préjugé, c'est les millionnaires, ils n'ont pas de problème. Mais ce qui est faux, il y en a qui n'ont pas vu leur femme avec des jeunes bébés de quelques semaines qui venaient de naître. C'est quoi ta pensée pour ces athlètes-là? Ben, tu sais, je pense que, d'une part, ces bulles-là ont permis au sport de survivre dans la dernière année. Tu sais, moi, je suis impliquée dans la bulle de patinage de vitesse pour la prochaine année. Les Jeux olympiques s'en viennent, ça ne sera pas une saison simple. Donc, pour les athlètes, extrêmement difficile, c'est sûr, parce que tu es confiné. Encore plus que malgré qu'on était aussi pas mal confinés au Québec là, dans ces mois-là, mais tu es confiné et tu es privé des personnes qui sont chères à toi et tu dois, par ton engagement, respecter ça, parce que il y avait une fortune investie dans toute cette galère-là, et si c'est toi le coupable, puis il y en a eu, là, on a vu on a vu des dérapes, puis on a vu les conséquences des dérapes aussi, donc c'est un beau geste, je pense, de la part des athlètes, d'avoir décidé d'investir dans faire continuer leur sport le plus possible, avec ce qui venait avec comme choix. Beaucoup plus de pression, finalement. Plus de pression sur la performance, plus de pression sur faire toutes les bonnes affaires pour pas que ça soit toi qui amène la COVID dans un endroit X, puis plus de privation aussi. Donc, une Coupe Stanley en 2020 du Lightning plus méritoire. Tu es d'accord avec ça? Irais-tu jusque-là? Je ne suis pas sûre si j'irais jusque-là. C'est tout le temps méritoire. Oui, c'est sûr, mais une petite coche de plus. Mais c'est des... pareil, je vais te ramener ça au sport amateur, les Jeux olympiques c'est dans 10 jours, même pas 9 jours. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est une ride qui est très différente de celle qu'on a vécue, qui vient avec moins de plaisir, moins de joie, moins de tout le flafla qui fait en sorte que ton expérience est le fun aussi.
Ça fait pas partie de la règle cette fois-ci. C'est un peu la même chose. Tu sais, les spectateurs, il n'y en a pas eu tout le temps. Ouais. Tes proches, là, des gens proches dans les gradins qui voient performer, c'était souvent pas le cas. Sortir puis célébrer avec les autres athlètes après ta victoire, c'est pas le cas non plus. Tu rentres dans l'hôtel, tu rentres dans ta chambre, dans les bulles vraiment hermétiques, tu manges dans ta chambre. Donc, tu n'as même pas l'esprit social d'être avec les autres dans le restaurant de l'hôtel. Ça a moins de saveur. Et c'est à ce niveau-là que, oui, ils ont dû se priver de plus de choses que le reste des athlètes dans des années normales se sont pas privés. On va parler maintenant de ton parcours, ta carrière qui a commencé à l'aréna du plateau Mont-Royal. Tu n'étais pas tellement bonne de ton propre aveu au début. Je pense qu'avec persévérance et passion, tu as passé au travers, tu as accompli de très belles choses. Tu as des résultats vraiment fabuleux en patinage de vitesse courte piste. Plusieurs championnats canadiens, des records nationaux aux 1000 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres et 5000 mètres. Qualification en 1983, l'équipe nationale en courte piste, jusqu'à ta retraite en 1997, suite à une blessure, je crois. Tu t'es fait vraiment beaucoup d'amis, de connaissances à travers ton parcours sportif. J'aimerais que tu me parles, tu as participé à 14 championnats mondiaux, 28 médailles au total, 3 fois championne du monde, 91, 93, 94. Je serais tenté de te vouvoyer juste pour ça. C'est une blessure qui a mis fin à ta carrière. J'aimerais qu'on parle, on va essayer d'accélérer le rythme. Il y a tellement de viande après l'os avec toi. J'ai tellement de questions à te poser, mais comment tu as vécu ta blessure et qu'est-ce qui est arrivé cette journée fatidique-là qui a mis comme un terme à ta carrière? Bien, en fait, cette blessure-là, je me suis fracturée, j'ai fait une triple fracture de la cheville. En course. Et cette course-là, en fait, c'était dans les sélections internationales pour se classer pour les Jeux olympiques, qui auraient été mes 4e et derniers Jeux. J'ai un peu étiré ma carrière. Je commençais à être un peu cassée de tout partout. J'étais revenue suite aux Jeux de 94, parce que 94, même si j'ai eu 2 médailles d'argent, c'était pas exactement les Jeux que je voulais. Donc, je voulais revivre 98. Et 2 mois avant, je me suis fracturé la cheville et ça a été la fin de ma carrière. Ça a été aussi le tremplin vers le début de ma deuxième carrière, ma deuxième vie. Je pense que j'étais vraiment confortable dans mes pantoufles en tant qu'athlète. J'aimais le statut, j'aimais le fait que je me sentais excellente dans ce que je faisais, j'aimais l'univers, j'aimais la gang, j'aimais les amis. Et c'était une vie, c'est difficile d'enlever, c'est difficile d'arrêter quelque chose qui est l'essentiel de ta vie, puis de penser que tu vas repartir en bas de l'échelle dans d'autres choses. Fait que pour moi, je pense que j'ai repoussé l'échéancier peut-être un peu trop. Ces derniers jeux-là, je pense maintenant en 2021, je peux te dire que mon corps a payé pour. Tu traînes des blessures? J'ai des remplacements de genoux, j'ai le dos hypothèque. Je suis un peu cassée parce que j'ai fait trop longtemps. Mais j'ai quand même aimé ces dernières années-là parce que ça m'a permis aussi de mieux réfléchir à mon après-carrière, puis de prendre ces 3-4 dernières années-là pour préparer mon avenir. Puis, tu as fait une transition aux médias. Là, j'ai fait une transition aux médias, j'ai travaillé beaucoup dans les médias. Ben, non, ça a bien été, mais je pense que cette fracture-là, c'était le petit coup de pied dans le derrière que j'avais besoin pour vraiment faire « OK, ça c'est fini, puis là, on va focusser vers autre chose ». J'aimais trop ce que je faisais, j'aimais trop la gang, j'étais trop confortable dans cet univers-là. Je voulais revivre des jeux, ça c'est sûr. J'avais comme un dernier objectif qui finalement n'a pas été atteint. Aujourd'hui, on essaie de s'attarder aussi à la femme derrière l'athlète, la dirigeante. C'est le but de l'émission en quelque sorte, parce que tu as vraiment un beau résumé rempli de beaux moments et d'honneur, entre autres honneur qui veut tout dire dans ta carrière remplie de leadership, comme je le disais. Tu es chef de mission de l'équipe olympique canadienne en 2010 à Vancouver. Tu as été nommé officier Ordre du Canada en janvier 2017. En 2016, la première femme élue présidente du comité technique de la Fédération internationale ISU. En une phrase avant la pause, qu'est-ce qui fait un bon leader? Le travail. Ah, j'aime ta réponse, c'est ce que je dis tout le temps. C'est plus qu'une question de talent. Oh, je pense pas que c'est tant que ça le talent. Je pense que c'est sûr que c'est les qualités psychologiques, la détermination, mais le travail, la patience, le travail. Une question comme ça, justement, là, avant de prendre une pause. Reviendrais-tu 25 ans en arrière ou reviendrais-tu à l'âge de 20 ans? Où tu dis non, moi, là, c'est fait, puis je suis bien où je suis. Question philosophique. Je suis bien où je suis, mais si je pouvais retourner en arrière, je ferais peut-être une couple d'années de moins, histoire d'avoir des genoux qui dureraient plus longtemps. Mais tu peux pas. Tu sais, tout ce que tu fais fait qui tu deviens. Je ne peux pas rien changer parce que j'aurais peut-être pas mes enfants, j'aurais pas le même parcours. Ça serait différent.
Donc, non, pas de regret. Bon, c'est bien. On va prendre une petite pause, Nathalie, ça ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en référence avec le fameux restaurant de la Chenay, d'où nous sommes en direct. C'est un endroit imbattable quand on parle de bon repas. L'atmosphère est chaleureuse et il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge de la Chenay. C'est un restaurant de choix qui, je vous le rappelle, est situé au 1400 rue Yves Blais. Pour des réservations, je donne le numéro de téléphone ou pour la livraison dans le 450, c'est le 581 18 88. Je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'une athlète de haut niveau. Tu as vu, je ne parle pas au passé. C'est encore une athlète dans nos têtes, ayant fait la fierté de notre pays, soit Nathalie Lambert. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous avez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et n'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone pour la solution, Rive-Nord Extermination, dans le 450, c'est le 582 67 06. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis 24 ans. Une bonne réputation, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. On se répète depuis le début du confinement, et même si le confinement est pratiquement terminé, là, tout est ouvert présentement, n'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Appelez un ami, renouez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas discuté depuis un certain temps. Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Maintenant, parlons de l'épicier officiel de Bâton Rouge Live, soit Métro Plus Fogarty, un endroit impeccable. Beaucoup de fierté d'être associé avec une telle bannière synonyme de qualité et de fraîcheur. Métro Plus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom, c'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne à Repentigny. Disons limitrophe avec Charlemagne. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Nathalie, on va revenir à nos moutons. Beaucoup de succès, réussite, très belle carrière sportive, je me répète, tu l'as entendu souvent et on ne peut pas faire autrement, je veux dire, ça regorge de succès. Ton plus beau moment vécu, ça va être difficile à répondre en tant qu'athlète, ça a été quoi? Tu sais, tu dois répondre à ça, c'est comme dire, c'est quoi ta chanson préférée, quelqu'un qui aime la musique? C'est difficile de répondre à ça, mais ton plus beau moment, ça serait quoi? Je vais t'en donner 3. Ah, ben c'est bon ça. La première fois où j'ai été championne du monde, pour nous, le championnat du monde, c'est un cumulatif de 4 distances. Donc, c'est un titre particulier. C'est très compliqué d'aller chercher. Il faut que tu sois bon en plus qu'une épreuve. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment un beau moment. Je te l'ai dit en 1991. Et ça a été particulier. La première fois où j'ai fait mon entrée dans le stade olympique, c'était à Calgary. J'ai eu la chance de vivre les Jeux à la maison. Et puis quand on est rentré dans le stade avec la délégation canadienne, c'était un moment de bonheur et d'euphorie totale. Parce que pour une fois, moi, le patinage de vitesse, des foules, on n'en a pas vraiment. Surtout en 1988, devant les gradins, il n'y avait jamais un chat. Et donc, quand on a rentré, quand on a marché, ça a été, j'en parle encore, là, ça fait des décennies, ça me donne des frissons. Ça a été vraiment un beau moment. Et le troisième, la médaille d'or qu'on a remportée en 1992, parce que ça a été un moment de, c'est l'accomplissement de ma carrière, puis ça a été le premier feeling, le soulagement d'être arrivé à accomplir ça, puis à me donner ça comme cadeau pour montrer un peu, pour illustrer l'ensemble de mon parcours. Fait que ça, je te dirais que c'est les 3. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est ouais. Ton top 3. Précieux. Ma question suivante, je pense que je vais la laisser faire, je connais la réponse. Ton pire moment, c'est ta blessure, ta triple fracture. Mon pire moment... Peut-être une défaite difficile à avaler. Il y en a tellement des défaites difficiles à avaler. Il y a eu plusieurs années où... Alors, les Jeux olympiques de 88, je te dirais que c'est pire que la blessure. La blessure, j'avais déjà accompli beaucoup de choses. 88, c'était mes premiers Jeux et cette année-là, je faisais de l'anémie par ma faute, une mauvaise alimentation. Et j'ai contre-performé sur toute la ligne. Et aux Jeux olympiques... Tu t'en imposais trop? L'année d'avant, j'étais 2e au monde. Je suis arrivée aux Jeux et j'ai aucune médaille individuelle. Donc, je me suis fait battre par plein de gens que je battais l'année d'avant. Et ça t'a servi par la suite? Ça m'a servi par la suite. Ça t'a propulsé? Parce que ça m'a donné le goût de vivre quelque chose de plus que juste être aux Jeux olympiques sans médaille. Maintenant que tu n'es plus athlète active, on va parler du rush d'adrénaline.
Parce que c'est sûr qu'une athlète de haut niveau comme ça, ben, ça fait partie de ses cordes, on recherche ça. Et moi, je fais une comparaison avec les médias. J'ai pas été dans des compétitions de haut niveau comme toi, dans les sports que j'ai pratiqués, mais frapper un circuit devant une foule ou quoi que ce soit, ben, il y a un rush d'adrénaline en bon québécois. Et moi, je pense que ce qui se rapproche le plus de cette adrénaline-là, c'est de travailler dans les médias, spécialement parfois avant une émission quelconque ou un reportage. Ouais. Es-tu d'accord avec moi? Est-ce que tu peux faire une comparaison? Tu l'as vécu? Oui. Je te dirais que oui. En fait, surtout si tu fais du direct, surtout s'il y a du monde devant toi, surtout si... oui, ça se compare. Le petit... En fait, c'est un moment qui tourne autour de toi et la performance que tu as à livrer. Que tu sois devant un micro ou que tu sois devant une compétition. C'est ça. C'est la ligne de départ pour une course. C'est un peu... C'est un moment où tout tourne autour de toi. Ouais. Et cette adrénaline-là, je te dirais que c'est très difficile, même longtemps après, de s'en passer. C'est une drogue. Ben oui, c'est un carburant extrêmement puissant là, pour la motivation, pour la valorisation, en fait. C'est la chose la plus difficile à la retraite, pour moi, ça a été de trouver d'autres façons de me valoriser qui sont un peu plus nuancées puis un peu plus dans une zone grise. C'est plus intrinsèque, dans le fond, parce que quand tu fais un sport comme le mien, tu le sais à tous les jours si tu es bon ou tu n'es pas bon. Tu le sais avec ton chrono. Ouais. Tu le sais avec si tu as gagné ou pas. Donc, tu as la récompense flagrante régulièrement. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Dans les médias, c'est un peu ça. Tu as la récompense du public, tu as des applaudissements, donc, tu as un peu ça, mais dans ma vie maintenant, tu sais, quand je suis assis dans mon club ou quand je suis sur le deck d'une compétition, j'ai plus ça pour moi. Et ça a été difficile d'apprendre à m'en passer et d'apprendre à trouver une autre façon un peu plus connectée sur moi, de me valoriser par le souci du travail bien fait, qui est encore le cas, mais c'est totalement différent. Question suivante, en une phrase. Toute sphère d'activité change. Est-ce que d'être athlète amateur sérieux ou professionnel, il y a une différence dans les prérequis avec, disons, 1985? On va laisser faire les médias sociaux. Oui. Je parle au niveau compétitif, vraiment sur le terrain. Si tu me réponds en une phrase, tu me dis quoi là-dessus? Non, je te dirais que c'est très semblable. Ça n'a pas tellement changé. Ben, les méthodes d'entraînement ont énormément changé. C'est le dépassement de soi. C'est le dépassement de soi. C'est une démarche de longue haleine. Il n'y a pas de shortcut dans le sport. Tu ne peux pas t'improviser champion du monde en un an. C'est une démarche de persévérance, c'est une démarche d'investissement. C'est ces notions-là qui se perdent un peu. Hein? On est dans l'instantané. Puis surtout, tu l'as dit avec les médias sociaux. On peut avoir je ne sais pas combien de milliers de followers de se penser très bon comme ça. Mais dans le sport, il n'y a pas tant que ça de raccourcis. Il y en a qui trichent, mais c'est des raccourcis, mais c'est jamais pas une démarche de 5, 10, 15, 25 ans. Tu sais, je regarde, quand j'étais chef de mission à Vancouver, la plus jeune athlète qui était dans notre délégation avait 18 ans et elle avait fait du ski acrobatique depuis qu'elle avait l'âge de 3 ans. Le plus vieil athlète était en curling et il avait, si je me souviens bien, 50 ans et ça faisait 35 ans qu'il faisait du curling pour être aux Jeux Olympiques. Avec une marchette? Puis gagner, pas en tout, super shape pour gagner sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, puis il a gagné. Tu sais, c'est toujours un parcours d'endurance, de longue haleine, de détermination. C'est toujours un parcours de plein de défaites aussi. Donc ça fait partie du cheminement. En 2021, cet été, là, ceux qui vont être au jeu, puis l'hiver prochain, ceux qui vont être au jeu, c'est la même affaire. La dernière question, avant de tomber dans ce que j'appelle les questions rafales, où tu vas me répondre par un mot, un nom ou une phrase. J'ai de la misère à faire ça, clairement. Hein? Non, c'est parfait, c'est correct, j'aime ça comme ça, parce que la hantise d'un intervieweur, et j'ai eu parfois des personnes très nerveuses, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Ça, puis à un moment donné, j'ai pas vécu ça souvent. Ta préparation mentale avant compétition, moi j'aime bien dire avant match, sûrement une adepte de la pensée positive. Oui. Ton rituel de l'époque en compétition, brièvement, c'était quoi? S'il y avait-tu, je sais pas, moi, ben, je mange ça, j'ai tel objet fétiche, telle heure, tu sais... Je vais trahir mon âge. J'avais mon Walkman jaune dans mes oreilles Sony. avec mes cassettes préenregistrées. Oui, voilà. Avec mes cassettes préenregistrées. Eye of the Tiger? C'était là-dedans, mais il y avait Ace of Base. Ça dépendait. C'était pas toujours la même cassette à toutes les années. Le Final Countdown, les tunes de Rocky. Ouais, tu sais, fait que j'avais comme un playlist préparé à chaque année pour mes compétitions. Et puis toujours le rituel, en fait, on rentrait dans une patinoire et puis la première journée, on prenait une place dans les vestiaires de joueurs de hockey. On prenait une place, puis là, c'était notre place. Et c'était comme s'il y avait une espèce
superstition par rapport à, il n'y avait personne d'autre qui pouvait toucher à ta place, peu importe l'aréna. Et donc, toujours le même playlist, toujours la même routine, les mêmes choses 15 minutes avant, 10 minutes avant. Et j'avais toujours une gomme parce que j'aimais pas ça avoir la bouche sèche. Ah oui, quelle sorte? Et je l'oubliais, je me souviens plus, mais je l'oubliais souvent dans ma bouche. J'arrivais sur la patinoire, j'arrivais sur la ligne de départ, je disais, oh non, j'ai ma gomme. Et là, j'ai collé des gommes sur toutes les bandes d'aréna partout dans le monde. Bon. Maintenant, on tombe dans les questions rafales. Comme ex-athlète de haut niveau, tu te définis comment dans ton approche, tes forces, alors que tu étais en compétition, en une phrase? Travaillante. Ah, ça revient encore. C'est même pas une phrase, c'est un mot. Travaillante. Parce que j'avais marqué résilience, passion, désir de réussir. Ça aussi. Mais j'ai travaillé, à mon époque, plus fort que tous les gens que je connais dans mon sport. As-tu été tenté, avec un tel coup de patin, de jouer au hockey? Non, pas du tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Je patine juste d'un bord. OK, c'est bon. Tu ne patines pas de reculons? Non, mais je tourne juste à gauche. Ah, c'est bon ça. À part le travail et la pratique, qu'est-ce qui explique une telle vitesse? En un mot ou une phrase? Force physique. J'étais quand même très forte. Oui. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que je passais à travers mes genoux. Es-tu encore en forme? Oui, mais pas autant qu'avant. Est-ce que tu t'entraînes? Absolument. Je donne 4 cours de spinning par semaine. Oui, ouais. C'est bon. As-tu le sentiment parfois, je vais faire attention à mes mots, je suis avec une femme, d'avoir vieilli? As-tu parfois l'impression que dans ta tête, ou physiquement, on va dire oui, là, pas de ton apparence, mais tu as les genoux, tu sais, c'est difficile, mais as-tu une impression d'avoir vieilli de quelconque façon, je veux dire? C'est compliqué pour toi ou c'est pas si pire? Non, c'est pas bien. Écoute, ça donnerait pas grand-chose que ça soit compliqué parce que tu n'as pas le contrôle là-dessus. La seule chose, moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans, puis je veux être en forme. 100, c'est mon chiffre dans ma tête, là, puis je veux être en forme jusqu'à 100 ans. Donc, oui, j'ai l'impression d'avoir vieilli. C'est sûr que j'ai pas les aptitudes physiques que j'avais quand j'avais 25-30 ans. Puis jusqu'à date, je compose relativement bien avec ça. À part, tu vois, les cheveux gris que je cache, évidemment. Mais je te dis, Nathalie, que c'est pas pour faire de la flagornerie ou pour te faire un compliment. Tu n'as pas vraiment tellement vieilli. Je veux dire... non, mais en fait, il y a des gens, premièrement, qui engraissent. Oui. Tu sais, je veux dire, tu as le même... Je suis sûr que tu as le même poids. Oui. Tu sais? Oui, j'ai le même poids, j'ai moins de muscles, c'est réparti différemment. Mais tu sais, moi je pense qu'à chaque tranche de 10 ans, on change, on mature, on devient un peu quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, mais tu sais, on amplifie certains traits de personnalité, puis il y en a d'autres qui partent. Moi, je suis heureuse dans chaque tranche de vie. Celle où j'ai vraiment eu l'impression d'être au-dessus de mes moyens physiquement, c'est la trentaine. Dans mon sport, c'est là où j'ai été dans mes meilleures années. Et puis là, j'ai frites mes restants. On poursuit. Encore là, tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. Est-ce que les stéroïdes sont la pire des tricheries? Est-ce qu'ils sont la pire? Plus en 2021, je pense qu'il y a pire que ça. Je pense que le dopage est rendu plus loin que les stéroïdes, mais est-ce que toutes ces choses-là sont nuisibles au sport? Puis oui, définitivement. Moi, je pense que je crois encore à la démarche de que le meilleur gagne, puis tu fais ça d'abord et avant tout pour te prouver à toi jusqu'à où tu peux te rendre. D'autres passions dans la vie, exemple la musique? La musique, beaucoup, oui. Tu en joues? Non, j'en écoute et Quel style tu écoutes? Mettons, dans ta voiture, en t'en venant, t'écoutais quoi? T'écoutais Eye of the Tiger pour te motiver à l'émission? Non, il y a plus récent que ça. J'écoute En fait, je fais toutes mes playlists de mes cours de spinning. Ah oui, c'est vrai. J'écoute beaucoup des trucs remixés et je fais jamais le même cours. Fait que je prépare en permanence des playlists. J'essaie de trouver des remixes de vieilles tunes, mais avec un beat un peu plus rapide pour... j'ai pas de chanson en tête à te dire, mais oui, les années de Eye of the Tiger, c'est sûr que ça revient souvent, les années 80-90. Étais-tu une enfant gênée? Oui. Beaucoup? Oui, c'est drôle parce que tu demanderais aux filles avec qui j'ai été au secondaire si une voix conférencière un jour, puis je suis sûre que 100% auraient dit non. OK. Ouais. Ton sport préféré maintenant? Bon, ça reste le patinage de vitesse courte piste, mais j'aime aussi beaucoup la gymnastique, j'aime beaucoup la natation. J'aime pas mal Aimes-tu le baseball? Un peu moins, je trouve ça tu me déçois, c'est mon sport. Je suis désolée. J'aime bien. Je pensais qu'on allait se lancer à la balle après l'interview. Le pretzel, puis le social au baseball, mais c'est long. quelque chose que ça me paraît. Ben non, c'est vrai. La recette, en une phrase, de l'athlète de haut niveau, moi j'ai marqué humilité plus talent plus passion. Toi, tu dis quoi? Ben, je dirais tout ça, plus patience. Est-ce que le cercle du milieu olympique, c'est un monde fermé, exclusif, avec un peu de snobisme? Probablement.
Oui. Fermé, je sais pas, mais un peu de snobisme, probablement. Mais la plupart des athlètes, je te dis, la plupart, Oui. sont très humbles. OK. As-tu côtoyé des athlètes dont le talent leur sortait par les oreilles, mais par un manque de discipline personnelle, se sont carrément brûlés? Oui. C'est dur de devenir un champion quand tu as trop de talent trop jeune, parce que tu n'as pas appris à perdre, puis tu n'as pas appris à t'en servir pour revenir plus fort. Tu n'as pas appris la notion d'investissement, tu l'as eu tout de suite. En une phrase, qu'est-ce qui fait une performance réussie? Avoir le feeling d'être allé au bout de ce que tu es capable de livrer au jour J, ça, ce qui n'est pas ça. toujours facile. C'est plus facile des fois de livrer quelque chose en entraînement que de le livrer quand tu es obligé de le livrer. C'est aujourd'hui que tu es supposé gagner. Quelques adages, je te lis des phrases de mon cru, mais je veux dire qui sont connues, que j'ai choisies, et tu me dis soit que tu es d'accord ou pas, ou tu peux me donner un synonyme. Prêt à tout pour gagner. Non, pas d'accord. Pas d'accord, comme Marc Messier. Un athlète doit-il être cocky pour avoir du succès? Pas en tout. Les bons gars finissent dernier. C'est faux, ça. L'esprit de compétition, le caractère, ça se développe. Oui. Y a-t-il trop? Oui. Oui, y a-t-il trop d'argent dans le sport? Il y a trop d'argent dans le sport professionnel et trop peu dans le sport amateur. Quel est le sport le plus exigeant? Le football, le hockey, ou tu peux me donner d'autres choses? La boxe? Ils sont tous exigeants. À un haut niveau, ils sont tous exigeants, mais je pense que s'entraîner pour le décathlon, ça ne doit pas être facile. Donne ta réponse. Ton conseil ultime, en une phrase, que tu donnes aux jeunes par rapport au sport et par rapport à la vie, parce que c'est un peu connexe, tu dis quoi? Ton adage numéro 1, tu dis aux jeunes qui sont à l'écoute, c'est ça. En une phrase. En une phrase, tu dois faire partie de ta solution. Si tu ne fais pas partie de ta solution, tu fais partie de ton problème. Est-ce que les femmes dans le sport, c'est une situation qui évolue assez vite? Qui évolue, oui. Assez vite, non. Je m'en allais dire, étais-tu bonne au hockey? Tu ne joues pas au hockey. Un commentaire sur le parcours qui nous a fait tant vibrer du Canadien de Montréal. Tu as sûrement suivi ça, de se rendre en finale, surtout une fois par 30 ans. Un commentaire sur cette équipe merveilleuse, unie, qui nous a fait vraiment vibrer. Tu dirais quoi? Ben moi, je dirais que c'est un bel exemple d'être capable, quand ça compte, de jouer quasiment au-dessus de ce que tu es capable, de ce qu'on s'attend de toi, puis de ce qu'on pensait qu'il était capable de livrer, parce qu'il y avait une chimie dans une équipe, une chimie dans cette gang-là, qui fait que 1 plus 1 plus 1 égale plus que 3. Donc, ça a donné... Ça a donné des méchantes grosses games. Ah non, c'était le fun, hein? On avait du fun. Hein? Nous évoluons tous. La différence entre Nathalie Lambert de 1997 et d'aujourd'hui en tant que personne, en tant que femme, tu dis quoi? Ça va être difficile de répondre brièvement à celle-là. Je dirais que le fait d'avoir des enfants, la démarche sportive, pour moi, ça a été une démarche très égoïste. Et la maternité, c'est tout sauf ça. Donc, j'ose croire que je suis une personne un peu plus généreuse maintenant que je l'étais en 97. Tu es heureuse de ta vie en général? Ça fait longtemps que tu es avec le même conjoint en passant? Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 98. Ah, mais donc, c'est ça bon. fait combien de temps? Tu l'as rencontré à l'époque de ta... Juste après. De ta triple fracture? Oui, juste après. Ouais. Post-carrière. Il a toujours été là après? Oui. C'est bien ça? Oui. Et donc, je sais plus, c'est quoi ta question? Mais la différence de Nathalie Lambert en 97 en tant que personne et aujourd'hui? C'est plus équilibré et probablement un peu plus généreuse. J'aime ton humilité, mais tu sembles épanouie, Nathalie. Moi, je veux te remercier pour tant de belles émotions vécues grâce à ton talent et ta persévérance. Félicitations aussi pour une si belle carrière au-delà des médailles. Merci. Surtout pour être un modèle de fierté et de constance. Merci d'avoir été des nôtres. On pourra se reprendre. J'ai encore quelques questions, mais je veux dire, on a un format, on a 2 invités. Je pourrais faire 2 heures juste avec toi, je le sais. Tu t'exprimes bien, tu as travaillé dans les médias et tout ça. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Je te souhaite une bonne journée, puis on se reprend. Et bons Jeux olympiques. Merci beaucoup. Nathalie. Merci Stevie. Très gentil. Super entrevue. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire, une entreprise où qualité et services sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien,
d'entrée d'asphalte, de nettoyage, de colmatage de fissures, application de scellants protecteurs. Votre entrée redeviendra comme une neuve et des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. Je donne le numéro de téléphone de M Pavage, 514-754-0069. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Maintenant, un autre nouveau partenaire qui se joint à Bâton Rouge Live depuis quelques semaines. On en est bien fiers. Vous êtes collectionneur ou tout simplement vous aimez rechercher les choses qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs de personnages de bande dessinée ou de films cultes, de Batman à Elvis en passant par Spider-Man et Harry Potter ou Jason, situé aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, figurines, tout autre article et beaucoup de produits Disney ou de Harry Potter disponibles sur place dans cette boutique fantastique. Et pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Je vous donne le site web immédiatement, le www.laboîteafolie.com. C'est situé aux Galeries Rive-Nord, au 100 boulevard Brien, à Repentigny. La boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Maintenant, notre deuxième invité. 20 combats amateurs jusqu'ici, bientôt son premier combat professionnel en carrière. Acharnée et régulière comme une horloge à l'entraînement, cette jeune femme ambitieuse n'attend que sa chance pour se faire valoir au niveau supérieur. Donc, pour parler de boxe féminine et des dessous de cette discipline exigeante et de plus en plus pratiquée, avec nous, une femme très déterminée, avec qui je resterai très poli. Valérie Guertin. Bonjour Valérie. Salut Stevie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Tu es là. Bienvenue à l'émission. C'est un sujet, moi, qui me fascine. Je n'ai pas vraiment de préjugés, mais je pense qu'on va avoir toutes sortes de belles choses à se raconter. Et avant d'aborder ton CV boxe, tes expériences et ton opinion sur ton sport, toi, le premier contact avec la boxe, c'est comme un peu par accident. Tu as pogné la piqûre il y a une dizaine d'années. J'aimerais que tu me racontes comment ça s'est fait. Oui, en fait, c'est suite à un accident de travail. J'avais une blessure due à un laisser-aller. En fait, je m'entraînais de moins en moins. J'avais un léger surplus de poids. Je ne prenais pas soin de moi. Donc, je me suis blessée au travail. Puis, tu es paramédic, oui, il faut le dire, c'est très exigeant. Oui. Donc, tu t'es blessée avec une civière? Oui, avec une civière au niveau du dos. Ah oui? Oui. Donc, après cet accident-là, j'ai décidé de me remettre en forme. Je demandais à des amis c'était quoi le meilleur entraînement. Puis moi, aller au gym, juste pour aller au gym, si j'ai pas d'objectif, si j'ai pas de challenge, ça marche pas avec moi. Tu as besoin de défis, de te surpasser, comme tu me disais en pré-entrevue. Exactement. Donc, j'ai un ami qui m'a dit d'essayer la boxe. Il dit c'est cardio, c'est difficile, ça va te remettre en forme, tout ça, c'est super complet comme entraînement. Donc, la journée que j'ai mis les pieds dans le gym de boxe, j'ai accroché tout de suite. Je regardais les gens qui faisaient du sparring sur le ring, je me disais, ça, je veux faire ça. La journée que j'ai fait des pads, que je regardais les mitaines, j'ai accroché tout de suite. Ça que, comme je disais, j'ai besoin d'un objectif, j'ai besoin d'avoir un... Ça va avec ta personnalité, probablement. Tu sais, oui. Je veux dire, tu es comme ça. Oui. Donc, mon entraîneur m'a dit, bon, mais je fais un gala au mois d'avril. On était au mois de janvier à ce moment-là. Oui. On va te faire ton premier combat au mois d'avril. Ouais. Ah, je me souviens pas c'était quoi le poids, mais j'avais quand même un bon poids à perdre. Donc là, je me suis mise à l'entraînement, plan alimentaire, avec une motivation. Ben, moi, je t'ai vu à l'entraînement. On se côtoie au TriStar Gym, au 530 Notre-Dame. Puis, je sais que tu es très sérieuse dans ton entraînement. Et comme je le disais tantôt, je demeure très poli. Ta fiche en 20 combats, c'est 14 victoires, 6 défaites. Oui. Et ce que j'ai aimé de ce que tu m'as dit, tu ne vises pas nécessairement le chaos. Toi, ton style, c'est d'avoir l'autre à l'usure. Oui. Oui, je ne suis pas quelqu'un qui va partir forte en combat. D'ailleurs, je travaille beaucoup pour ça sur ça avec mon entraîneur. J'ai tendance à laisser des fois le premier round un peu aller. Puis après ça, je vais y aller plus en montant pour le 2 puis 3e round. Mais là, quand tu vas tomber professionnel, ton approche sera peut-être un petit peu différente. Et tu me disais que la dimension des gants va aider, étant donné que les gants sont plus petits, ça colle plus solide. Oui, les gants sont plus petits. Oui. Par contre, les rounds sont plus courts en boxe professionnelle versus en boxe amateur. C'est des 2 minutes versus 3 minutes en boxe amateur. C'est encore différent homme-femme pour le moment. Mais oui, les gants sont plus petits. Donc, c'est sûr que il n'y a pas de casque. Donc, plus de risque de chaos, de blessure. On va aborder un premier préjugé. Oui. Pourquoi une femme fait de la boxe? Tu dois l'entendre souvent. Celle-là, c'est pas vraiment moi qui te la pose. J'ai côtoyé nombre de combattantes MMA ou des boxeuses.
Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais cette question-là que tu entends souvent, pourquoi une femme fait de la boxe, tu réponds quoi? Pourquoi pas? Ah, ben c'est une bonne réponse. Mais ça. pourquoi une femme plus qu'un homme? Moi, c'est plus ça. Ben oui. Si un homme peut le faire, une femme peut le faire aussi. Et tant mieux, elle peut se défendre si elle est agressée. Aussi. Puis la boxe, ça l'emmène plein de choses. En tout cas, personnellement, moi, c'est mon exutoire. La confiance. La confiance, la remise ça en dort forme. mieux. Tout. C'est ce qui me permet aussi, ce qui me motive à avoir un meilleur mode de vie, une meilleure alimentation, tout ça aussi. As-tu vécu de la désapprobation familiale? Mettons une situation, ta mère qui dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure, ton visage. C'était pas mal ça qu'elle dit, oui. Ouais. Ça ressemblait à ça. Puis même après 20 combats, est-ce qu'elle est encore inquiétée? Non, présentement, ma mère n'est plus là, donc OK. elle ne s'inquiète plus. Mais elle n'est pas venue à mes 5 premiers combats. Elle ne voulait pas, elle dit, je serais pas capable de voir ma fille, je serais pas capable. Puis à mon 5e combat, en fait, mes parents m'ont fait une surprise. Ils étaient là. Ils sont venus me voir, puis je pense qu'elle n'en a pas vraiment manqué. Ah, c'est bon ça. Ah oui, ma mère, c'est devenue une grande fan. Même mon père, c'est mon fan numéro 1. L'objectif numéro 1 quand tu entres dans le ring, Oui. c'est plus que de simplement participer ou de s'entraîner en vue du combat. Ton objectif numéro 1, toi, c'est quoi? Maintenant, mon objectif numéro 1, c'est de faire du mieux que je peux. Pour gagner. Gagner, ça va venir avec. Mais je me suis tellement mis de pression dans ma vie pour avoir le résultat, pour avoir la victoire, que j'en oubliais tout le reste. Mais à la base, je fais ça pour m'amuser, je fais ça parce que j'aime ça. Pour moi, c'est de performer comme je suis capable. C'est plus ça maintenant mon objectif. C'est quoi l'aspect peut-être méconnu, le plus difficile de pratiquer la boxe? Disons pour les blessures, on s'imagine que tu as mal aux jointures, qu'après un combat, tu as mal à la mâchoire. Mais ce serait quoi l'aspect? Tu peux me répondre aussi sur un aspect psychologique. C'est quoi qui est le plus difficile dans ton sport? Mais les gens souvent vont penser que la boxe, c'est juste du tapochage. Du tapochage, puis ils oublient qu'il y a une technique en arrière de ça. Ils oublient tout l'aspect justement psychologique de ce sport-là. Je dirais que personnellement, le plus difficile pour moi, c'est de réfléchir quand je reçois des coups. Oui. De continuer à penser, puis de continuer à analyser, puis de garder le focus quand je reçois des coups. C'est là mon challenge personnel. Une autre question que peut-être les gens n'osent pas te poser, mais ils le pensent. Faut-il être violent nécessairement pour pratiquer de la boxe? Non. Non. C'est pas vrai, ça. Non. Chez certains, ça l'est peut-être. Oui, ça peut. Mais je mais pense généralement, non. C'est sûr que si j'ai une mauvaise journée puis je vais au gym aller m'entraîner, ça va me faire du bien. Mais je ne pratique pas la boxe parce que j'ai un côté violent. C'est ça. Non, je suis quelqu'un de très douce de nature. Ben, je te connais un peu, puis c'est vrai, je veux dire, tu es vraiment très gentil, je veux dire, il n'y a rien à ce niveau-là de différent. Maîtriser tes émotions dans le ring, toi dans la vie de tous les jours, qui fera le sujet d'une autre interview, parce que je t'ai réinvité aussi quand on va parler de ton métier que tu pratiques depuis presque 2 décennies. Oui. Avant, on disait ambulancière, mais aujourd'hui, on dit paramédic. Tu vois toutes sortes de choses, ça demande une maîtrise de ses émotions. Est-ce que ça transparaît dans tes performances, ça t'aide dans un combat de boxe? Est-ce que ça se transpose dans les lignes? Je dirais que c'est 2 sphères complètement séparées. Tu es plus émotive en boxe? Oui. Ah ouais? En boxe, je me mets beaucoup plus de pression. Au travail, j'ai moins de contrôle. Ben, pas j'ai moins de contrôle, mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler qui vont arriver au bout de la ligne. Oui. Bon. Mais dans le ring, ben, c'est moi qui va faire la différence. Fait que je vais être, c'est sûr, j'ai mes coachs, mais c'est moi qui monte là toute seule. Tandis qu'au travail, ben, j'ai un partenaire, j'ai une équipe, Et le coach est très important dans ton optique. Hein? Oui. Tu dirais quel pourcentage un coach? C'est presque 50% de ta préparation comme il faut. Oui, j'ai 2 très bons coachs. Je suis bien entourée. On peut les nommer? Ben oui, Rudy Pierre-Paul, puis Yves Jabouin. Ben évidemment qu'on connaît. Évidemment. Est-ce que de détester son adversaire, soit par une déclaration, tout simplement le courant passe pas, ça peut aider? Ou au contraire, comme Corinne Laframboise m'a déjà dit, ça te monte trop dans tes émotions que tu peut-être quittes ton plan de match, ton point de vue là-dessus? Je vais y aller avec Corinne là-dessus. Oui. Je pense que de garder la tête froide, c'est de rester stratégique, de faire le plan de match, écouter les coachs. Moi, quand je deviens émotive, c'est là que ça marche pas. Quand je pars là, à trop réfléchir, trop être émotive, si je me fâche, il n'y a rien qui fonctionne. Une journée typique d'entraînement et d'alimentation, pour toi, tu résumes ça comment? On va parler d'une bonne journée.
Ah oui? Bon, il y a des journées où est-ce que Comme là, tu es plus en vacances. Là. Ouais. C'est combien de fois par semaine? Puis c'est quoi ton rituel? L'entraînement en ce moment au gym, ça va être 4 fois par semaine. Puis je vais aller courir 3 fois par semaine. En plus, Ton entraînement dure combien de temps? environ 1h30 à 2 Parce que je t'ai vu tapocher, comme on dit en bon québécois, dans le sac. Je dis, ça y va par là. T'es prête. Oui. Mais côté alimentation, je dois avouer que C'est plus difficile. Oui, ça c'est C'est souvent le côté plus difficile dans les sports de haut niveau. Parce que Même Nathalie l'entraînement, disait j'adore. tantôt. C'est ça. Mais la nutrition, j'ai une nutritionniste aussi qui me suit là, pour mes préparations de combat, parce qu'on a un poids à atteindre aussi. Mais c'est pas juste le côté esthétique, c'est vraiment le poids sur la balance qu'il faut respecter. Puis ça, pour moi, ça c'est un autre challenge. Peut-être tu peux me répondre par des pourcentages ou par une réponse catégorique. Comment je pourrais dire? Le plan de match contre un adversaire est très important ou c'est tout simplement la capacité physique, la force brute? Le plan de match est très, très, très important. Selon l'adversaire qu'on a. Oui. Donc, selon les forces, les faiblesses, oui, c'est vraiment important. Donc, un gros pourcentage sur l'aspect, l'approche psychologique de la chose. Aussi. C'est ça? Oui. Maintenant, dans une société de plus en plus non violente, est-ce que les gens vont encore payer dans 100 ans pour voir deux personnes dans un ring tenter de se faire une commotion? C'est une question que j'ai posée à nombre de sportifs durant les émissions. C'est quoi ta réponse? Oui. Oui? Parce que c'est humain? Parce que c'est humain, puis je pense que c'est instinctif aussi. Je pense que l'être humain a ce petit côté-là. On a tout un petit côté aussi, une curiosité. Curiosité, je sais pas si on peut dire morbide pour ça, là, mais de voir ça. Puis on le voit à la boxe, les gens qui connaissent moins la boxe, je vais pas aller dans le jugement, qui sont moins connaisseurs, vont trouver un combat plate s'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas de chaos. Ah, ben oui. Souvent, on va entendre ça. Mais c'est du spectacle aussi, tu sais. C'est du spectacle beaucoup, mais on est curieux aussi, c'est ce qu'on veut. Mais tu sais, la boxe, c'est tellement plus que ça. Comme je disais, l'aspect technique qu'il y a en arrière d'un combat, c'est quelque chose. Mais souvent, les gens vont rechercher le côté violent dans le sport. Tu m'as parlé d'une expérience où tu as eu un combat contre une amie très chère à toi, qui n'était pas facile. Non. Est-ce que ça arrive que de faire mal à l'adversaire, spécialement si c'est une copine, une personne connue, tu as de la difficulté avec ça? J'ai trouvé ce combat-là, ça a vraiment été, pour moi, ça a vraiment été très difficile parce que il y avait comme un petit peu aussi une rivalité avec un des entraîneurs du gym, puis il y avait un petit côté personnel Donc, pas une bonne expérience. Pas une bonne expérience, puis j'étais contente d'avoir gagné, mais j'ai pas été capable de célébrer ma victoire parce que je voyais que mon adversaire, qui est mon amie, elle était déçue. Okay. C'est ça que j'ai trouvé difficile. Ah ouais. Ouais. Une caractéristique de la boxe, moi je m'entraîne dans un gymnase, mais pour la salle de musculation, le TriStar Gym situé au 530 Notre-Dame. Et je côtoie des boxeurs. Moi, ce que je remarque, il y a beaucoup, habituellement, contrairement peut-être aux préjugés des gens, il y a beaucoup de respect entre les adversaires. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le sport de la boxe, que ce soit physiquement ou psychologiquement? Si tu avais à répondre en un mot, tu dirais quoi? Le plus difficile? Le cardio. Ah oui? Oh, c'est parce que tu es paresseuse. Non, moi, c'est ma faiblesse, le cardio. Dans la corde, ça va, mais le cardio de combat, ah oui? Oui, je trouve que ça demande beaucoup de rounds de pratique. Bon. Valérie, nous allons prendre une petite pause. Oui. On revient tout juste après. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay, qui, je vous le rappelle, est situé au 1400 rue Yves-Blaine. Nous sommes en compagnie d'une boxeuse passionnée, Valérie Guertin. Maintenant, je vous parle justement, on en parlait, d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym à Repentigny. Une très belle salle de musculation. Et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit pour vous. Beaucoup d'expérience sur place. On va répondre à vos besoins. Quand on parle d'expérience, eh bien, le propriétaire Yves Jabouin a 31 combats MMA en carrière, ce qui veut tout dire. Donc, TriStar Gym, ambiance et compétences, c'est situé au 530 Notre-Dame à Repentigny. Je vous parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. C'est un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. De longues explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, personnellement, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Donc, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, j'allais dire Nathalie, Valérie, on va s'amuser à explorer les différentes questions, les préjugés que tu fais face en tant que femme boxeuse. Et tu me fais un commentaire sur les phrases que j'ai inscrites.
Tu ne peux pas être féminine. Oh oui, je le peux. Ben oui, je le vois, tu es très féminine. Mais tu l'entends, celle-là. Ben oui. Ou les gens le pensent, n'osent pas le dire. Ah non, je l'entends. Ah oui, directement. Oh oui. C'est autant au travail que dans les gyms de boxe. Là. Puis, pourtant, je suis féminine quand c'est le temps. Puis quand c'est le temps de boxer, c'est le temps de boxer. En couple, tu dois être sûrement dominante. Non, pas tant. Mais oui, je l'entends, mais non. Non, je suis 2 en 2. Tu ne peux être douce. Oui. C'est pourtant ce que tu dégages. Parce que même quand je te connaissais pas, avant qu'on commence à se parler puis que je te propose une entrevue, je te regardais fesser dans le... J'ai beau dire que j'ai pas de préjugés, mais c'est quand même particulier pour moi, surtout un homme de ma génération. Je suis très vieux. Puis ce que tu dégages, c'est la douceur. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un te dit ça, il ne te connaît pas du tout. Maintenant, tu n'as pas peur pour ton visage. Tu es une femme. Ça, ta mère te l'a dit. Oui, ça, tu l'entends encore souvent, celle-là? Oui, ça, je l'entends encore souvent, mais comme... Moi, je pense que dans n'importe quel sport ou dans n'importe quoi, il y a des risques. Il y a des risques. À tous les jours de la vie, il y a des risques. Moi, j'aime mieux faire ma passion puis en profiter. Préjugé suivant, tu te prends pour un homme. Ouais, ça, j'ai déjà entendu, mais non. Bon, ben, je suis pas fait, j'ai bien... Oui, ça va bien. Bon. Tu dois avoir mauvais caractère, en voulant dire que tu dois être violente. Non, j'ai mon caractère, mais je suis pas violente. Tu as ton caractère en autant qu'on ne te pile pas sur les pieds. Exactement. Moi, je suis un petit peu comme ça. Exactement. Tu peux être intellectuel, puis tu fais de la boxe. Ça, c'est une autre affaire que les gens pensent. Ça, la réputation des boxeurs aussi, parfois, qui viennent de milieux défavorisés. Oui. C'est peut-être que ça vient de là aussi beaucoup. Ça a beaucoup changé. Oui. Je pense pas que Floyd Mayweather, c'est un gars qui n'a pas de culture, par exemple. Non. Non, la majorité des athlètes que je côtoie, c'est des gens très intelligents. Quand tu côtoies des gens depuis un certain temps, est-ce que tu vois leur réaction quand ils apprennent? Est-ce que tu vois dans leur visage quelque chose quand ils apprennent que tu es boxeuse? Oui. Ça se détecte assez rapidement. Qu'est-ce qui est le plus beau dans ton sport de la boxe? C'est un sport individuel, mais il y a quand même un esprit d'équipe, parce que tu le disais, il y a toute une équipe d'entraîneurs autour de ça. Au-delà de ce que les gens pensent, qu'est-ce qui est le plus beau dans le milieu de la boxe? Moi, ça a été les amitiés, les gens que j'ai rencontrés. Comme là, je t'ai invité vendredi à aller faire du sparring dans un autre gym. Je tisse des liens avec plein de gens. Donc, j'ai boxé avec des filles qui viennent de Toronto. Puis tout le monde est là pour s'aider. C'est pas parce qu'on va faire des rounds une contre l'autre qu'on s'aime pas. Là. Ben oui. C'est vraiment, il y a des belles amitiés qui naissent de la boxe. Point de vue entraînement, tu compares la boxe à quel autre sport? Peut-être que tu as pratiqué ou que tu connais des gens qui s'entraînent. Tu compares ça à quel autre sport? Question difficile, mais oui, il y a des liens. Le cardio, exemple. Ben, pour le cardio. Ben, moi, j'irai encore avec d'autres sports de combat, peut-être avec le kickboxing. OK. Ben, peut-être la course, parce que c'est exigeant. La course, disons, un peu comme le patinage de courte piste, des efforts, tu sais, tu fais un ring, tu te reposes, un ring, tu fais un round, tu te reposes, et ainsi de suite. Peut-être des sports comme ça, on pourrait faire une comparaison. Des sports de stop and go. Oui, c'est ça, exactement. Écoute, comme je te dis, les sports de combat, la course, je préfère pas mal plus la boxe à la course, là. Oh là là, oui. Les sports en intervalle... Je dirais peut-être parce que j'ai pratiqué le CrossFit. OK. Puis, ça se ressemble point de vue cardio? Ça se ressemble point de vue intensité, je dirais. Okay. Justement, le stop and go, de faire des gros efforts. Puis ça, j'ai bien aimé le CrossFit pour ça. Ouais. Devrait-on changer certains règlements dans ton sport? Oui. Lequel ou lesquels? Je pense que ça devrait être des 3 minutes pour la boxe féminine aussi. Comme je disais, les hommes, c'est des 3 minutes, c'est 3 minutes en amateur, mais chez la boxe féminine, c'est encore des rounds de 2 minutes. Ça, je trouve que ça devrait. Est-ce que tu penses que ça s'en vient? Je l'espère. Un autre règlement peut-être à changer encore? Il y en aurait-il un autre? Non? Je pense pas. Qu'est-ce que la boxe t'a apporté depuis tes débuts? C'est sûr, plus de confiance, une dose d'humilité, mais tu dirais quoi à cette question? Tu répondrais quoi? La confiance, tu l'as dit. Moi, ça m'a permis de me dépasser. Mais sur le plan humain aussi, le caractère. Oui, sur le plan humain, ça m'a permis de me dépasser. Ça m'a permis de découvrir un côté de moi que je connaissais pas. Ah oui? J'avais eu un accident il y a quelques années qui m'a empêché de boxer pendant 2 ans. Puis, un accident de voiture? Un accident de moto.
Okay. Puis on me disait que c'était terminé la boxe, que j'allais pas pouvoir revenir, que j'allais pas pouvoir refaire des combats. Puis, ta résilience, la résilience, oui. La résilience, persévérance, ça a été vraiment des traits de caractère qui ont sorti et que je pensais pas qu'ils étaient aussi forts chez moi. OK. Question suivante, c'est quoi la différence, point de vue boxe, entre Valérie après 5 combats, puis maintenant 20? Que ce soit dans ta technique, ton approche, peu importe, c'est toi qui réponds. C'est quoi la différence entre Valérie après 5 et 20 combats? Je dirais que c'est sûr que la technique. Plus raffinée? Plus raffinée, oui. Plus raffinée. J'écoute plus des coachs. OK. Oui. En fait, tout est différent quand j'avais 5 combats maintenant. Puis autant dans ma vie, avec ce que j'ai vécu, avec ce qui s'est passé, je réfléchis plus de la même façon, je boxe plus de la même façon. J'ai acquis beaucoup de maturité. Les gens qui me connaissent vont trouver ça drôle parce que je suis pas la personne la plus mature. T'es folle. Ouais, un peu. Mais dans mon sport, j'ai quand même. Je suis pas mal plus mature que je l'ai. Chaque sport possède sa culture propre. Le monde de la boxe, on voit, comme je le disais tantôt précédemment, beaucoup de respect entre les combattants, beaucoup de sacrifices et de travail. Le monde de la boxe, est-ce un milieu, un cercle fermé, difficile à adhérer? À peu près la même question que j'ai posée tantôt sur les Jeux olympiques à Nathalie. Je penserais pas. Non? Non, parce que, comme tu l'as dit tantôt, il y a des gens de tous les milieux qui viennent à la boxe. Je ne sais pas si tu parlais plus pour des compétitions ou plus comme pour aller dans un gym de boxe. Les deux. Mais c'est vraiment une place qui est ouverte. C'est vraiment accueillant, le gym de boxe. Maintenant, on va y aller avec un petit peu des questions rafales. Nous sommes bousculés par le temps. La différence dans la mentalité remarquée entre boxeurs et combattants MMA, y a-t-il une différence? Non. Non? Je pense pas. C'est un sport de combat, ça demeure la même chose. Puis ceux qui pratiquent le MMA, souvent vont venir faire des rounds de boxe avec les boxeurs. OK. Ouais. Maintenant, on va parler de l'avenir de la boxe au Québec. Tu la vois comment? Je pense que ça a un bel avenir. Il y a de plus en plus de femmes aussi. On entend plusieurs noms qui circulent. Il y en a beaucoup qui font leur entrée dans la boxe professionnelle. Je pense que ça va aller en expansion. La place des femmes à la boxe, dans la boxe, est-ce que ça a évolué? C'est parce que c'est de plus en plus populaire. Est-ce que ça évolue assez vite? Ça évolue, mais pas assez vite. Ah oui? Oui. On va parler maintenant de l'aspect physique de la boxe. On pense au nez, comme je disais tantôt, aux mâchoires, aux jointures. Mais c'est où principalement que, comment je pourrais dire, une partie du corps qui est sollicitée, où ça fait mal après un combat? Et ça prend combien de temps, dans ton cas, se remettre d'un combat? C'est où que ça fait mal physiquement le plus? Après un combat... Tu pourrais me dire le dos, je sais pas. Là. Après un combat, je dirais que ça fait mal partout. Mais les côtes, on oublie les côtes, on oublie souvent le corps. On pense que la boxe, on pense à la tête, on pense au visage. Mais des bons coups au corps, là, c'est... Ça rentre dans le dash. Oui, avoir de la misère à respirer le lendemain parce que les petites côtes, là... Ça prend combien de temps se remettre d'un combat habituellement? Là? Si tu n'as pas mangé une raclée, là, puis ça a été plus que juste un round, c'est une bonne semaine. Moi, je dirais une semaine, Je dirais une semaine de repos. As-tu déjà été découragé? Tu as dit, je pense que je suis tanné. C'est-tu déjà arrivé, ça? Après un de tes 20 combats? La vérité? Oui. Après chaque défaite. OK. Après chaque défaite, je disais à mon entraîneur, moi, je boxe plus, c'est fini. Bon. Fait que là, il me disait, bon, on s'en reparle demain. Puis le lendemain, ben, je rappelais, puis bon, ben, je m'en viens au gym. Je suis pas très bonne perdante. Je m'en viens mieux avec le temps, mais moi, quand je perdais, là, mon orgueil et j'ai trouvé ça l'esprit de compétition, c'est fort. Très fort. Maintenant, on va parler de l'orgueil des hommes. Est-ce que tu penses, moi je pense que ça serait une bonne idée, penses-tu qu'il y aura un combat, un spectacle exhibition un jour entre un homme et une femme? Je pense que oui. Ça serait bon, hein? Ben, moi, je pense que s'il y a de l'argent... Comme on a vu au tennis, ouais. la bataille des sexes dans les années 70, on a vu ça, puis c'est la femme qui a gagné. Plusieurs commotions jusqu'ici? Non. Non? Le but, le point principal, c'est travailler en premier en vue d'un combat. C'est quoi le but principal quand tu t'entraînes? Je veux dire, tu travailles ton plan de match, c'est-tu la condition physique vraiment? C'est quoi que tu mets en priorité? C'est tout. Oui? C'est tout. C'est pour ça que j'ai deux entraîneurs qui travaillent de deux façons complètement différentes. Okay. Puis mon objectif maintenant, c'est un peu aussi ce que je disais en combat, c'est de faire de mon mieux. À chaque entraînement, je vais donner tout ce que j'ai pour sortir du gym et être fier. Okay. C'est rendu plus ça ma mentalité que de tout le temps focuser sur
sur le résultat ou sur la victoire, c'est vraiment de faire du mieux que je peux. Okay. Ma dernière question, une question un peu loufoque, que ce soit dans un bar ou dans ton milieu de travail ou quoi que ce soit, c'est-tu déjà arrivé que tu as dû remettre un gars à sa place, peut-être même physiquement, soit suite à un attouchement, le classique, ou quoi que ce soit, puis que là, à un moment donné, le côté Valérie Gertin, fais attention, je fais de la boxe, a été mis à l'avant-plan. Est-ce que c'est arrivé, ça? C'est jamais arrivé dans des bars, mais je dirais que des fois, avec mon travail, oui. J'ai jamais frappé personne, mais le coup, quand on se fait insulter, quand on se fait cracher dessus, quand on se fait, des fois, on se fait frapper, mais moi, il faut juste... Des gens intoxiqués, oui. C'est ça? Il faut juste que je me retire parce que si je reste là... tu vas faire un round? On sait pas. On veut pas savoir. Mais c'est plus dans mon travail qu'il y avait eu des situations peut-être plus propices. C'est le travail et la passion qui t'amènent à la boxe professionnelle, finalement? Oui. Oui. Je suis une grande passionnée. C'est bien. Est-ce que tu trouves que j'ai été assez poli, Valérie? Très poli. OK. Je m'en sauve. Ben moi, je veux te remercier. Je te souhaite bonne chance en vue de ce combat. La date n'est pas encore décidée, mais ça s'en vient. Ce sont des femmes comme toi qui ouvrent la voie aux autres femmes et qui ouvrent aussi les yeux aux gens qui ont des préjugés. Tu as beaucoup d'influence sur les autres femmes. Je t'en félicite. Et on va se revoir prochainement parce que tu vas nous donner une interview sur ton métier qui n'est pas de tout repos de paramédic. Donc, merci d'avoir été des nôtres, Valérie Gertin. C'était fort intéressant. Merci à toi, Stevie. Merci, Valérie. Maintenant, je vous parle d'un centre tout à fait particulier, le centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Et quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de la marina, l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame, un service varié, très professionnel qui vous attend. D'ailleurs, je remercie Michel d'avoir été des nôtres en vue de cette 3e saison là, qui commence de nos émissions. Il a toujours été là, fidèle à l'émission, et je lui dis un gros merci. Comme je vous le dis, c'est un service varié, professionnel qui vous attend sur place. Pixel, l'incontournable, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-99-44. Pour ceux qui sont amateurs de musique, spécialement le dance music, mais aussi pour toutes sortes de musique depuis les années 50, c'est tout nouveau, c'est la radio des DJ. Premièrement, vous n'allez que télécharger l'application Simple Radio. Après, vous allez sur le poste, la radio des DJ du Québec. Vous allez voir maintenant, troisièmement, un petit sigle qui s'apparente à une pieuvre. Faites DJ Jeff Radio, DJ Jeff qui est venu à nos émissions. Et vous allez voir de la musique, il y en a beaucoup, spécialement depuis les années 50 et spécialement également du dance music. Un mot maintenant sur la zone vêtements de sport et classiques qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Lacoste pour les vêtements et les souliers, le classique Timberland et une nouvelle marque qui est très en vogue, le Koala. Pour les jeans, les t-shirts pour hommes, c'est vraiment très beau. Et il y a également Ed Rush avec les magnifiques chandails. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.